Top départ, nous reprenons le train. La locomotive est en route. Je refais un tout petit point logistique avant d'introduire la prochaine table ronde, la table ronde numéro 2. Donc, vous avez bienvenue pour les nouveaux arrivants, puisque beaucoup de personnes se connectent pour cette table ronde. Donc, vous avez en bas un petit module QR qui est questions et réponses. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions. Et puis, notre animatrice Céline Bercani et puis en backstage, Aboubakri Tamboura gère justement les questions, en font une synthèse et après les différents intervenants, il y aura un temps d'échange sur ce support. Si certaines questions n'ont pas été traitées, vous pouvez les poser via la boîte contact CAPSI qui apparaît aussi dans le chat et on vous y répondra. Et lors des présentations des ressources, via les liens apparaîtront sur le fil de discussion. Vous êtes invité aussi à réagir via les emojis. C'est toujours très encourageant pour les intervenants. Voilà, vous pouvez nous faire un commentaire. Nous allons reprendre pour la table ronde numéro 2, connaître les routes facilitent le voyage, les différentes voies d'accès au parcours. Et nous avons le plaisir de retrouver notre collègue Nicolas Sausson, qui a travaillé au sein du CEPSI pendant plusieurs années et qui était chargé de mission, chargé de communication et qui est maintenant psychanalyste intégratif à Saint-Ouen. Et il sera en collaboration en tant que discutant avec Céline Bercani, qui est chargée de mission santé mentale au CEPSI. Bienvenue Nicolas et Céline, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Carmen. Je suis ravi d'intervenir dans cette table ronde en tant que discutant. Merci aussi pour cette invitation et donc moi ça me permet de remettre un pied dans une que je connais bien et avec laquelle j'ai travaillé de merveilleux mots. Pour nos spectateurs, je veux souligner la qualité du travail du CAPSI et je les invite à tester par eux-mêmes en adressant, vous pouvez leur adresser vos questions concernant vos besoins d'information en santé mentale, vos besoins d'orientation des différents publics, vos besoins en sensibilisation, vos demandes de mise en réseau, et vous pouvez également vous tourner vers les ressources externes. Je vais donc ouvrir cette deuxième table ronde aujourd'hui. Alors, elle est intitulée « Connaître les routes facilite le voyage, les différentes voies d'accès au parcours en santé mentale ». Avec la pandémie, le sujet de la santé mentale est devenu un sujet de préoccupation important et reconnu au plan de l'ensemble de la société. Et les personnes qui vont intervenir maintenant ont toute une place singulière sur les différents parcours en santé mentale. Vous verrez qu'ils s'adressent à différentes personnes ou à différentes situations. Vous verrez les différents visages qui sont des points d'entrée, des points de repérage ou d'orientation, d'accompagnement des publics. Nous entendrons 6 personnes que je salue et que je remercie pour leur présence. Nous commencerons par Marie-Hélène Certain. Vous êtes docteur en médecine générale. Vous intervenez au sein de la maison de santé Philippe Mars au Mureau. Nous entendrons ensuite un duo avec d'une part Stéphanie Aval et Evelyne. Donc vous nous parlerez des ambassadeurs santé mentale en lien avec l'œuvre Falleret. Ensuite, la parole sera donnée à Sabrina Palumbo. Vous êtes chargée du déploiement de l'application Jardin Mental. Et enfin, nous entendrons Dominique Villard. Vous êtes psychologue clinicienne et membre du réseau Pro-Famille. Il y a aussi Céline Bercani, dont on a parlé, qui est avec moi pour animer cette table ronde. Alors, nous disposons de moins de 50 minutes. Globalement, il y a 4 interventions. Je vous invite à aller droit au but pour qu'on puisse tenir dans les temps avant la pause déjeuner. Je vais commencer par donner la parole à Marie-Hélène Certain. Comme je viens de vous le dire, vous êtes médecin généraliste et vous intervenez au sein de la maison de santé Philippe Mars au Mureau. Je vous propose de nous dire, d'après votre expérience,
Quelle est la place singulière du médecin généraliste quel peut être dans le parcours de santé mentale? Je ne sais pas, je ne vous entends pas. Excusez-moi, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez, je vous ai envoyé le diaporama parce que là, il faut que je partage l'écran, mais je ne sais pas trop comment il faut faire. Oui, on va le partager tout de suite. Allez-y. Hein, bon. Donc, effectivement, je suis médecin généraliste. Donc merci de m'avoir invité. C'est un peu effectivement singulier je ne sais pas s'il y a d'autres médecins qui prennent la parole dans ce colloque. Donc, c'est vrai que pour nous, la santé mentale et la psychiatrie, le champ psychique est une part extrêmement importante de notre activité de médecin généraliste. Mais plus généralement, vous pouvez partager le document ou pas? Oui, c'est en je cours. partage dans une seconde. Voilà. Donc, comme vous le disiez, l'impact des troubles de santé mentale sont extrêmement importants, hein, puisque c'est la première part de dépenses en France, de dépenses d'assurance, de dépenses de santé, tant dans les coûts directs que dans les coûts indirects. Donc, c'est vraiment une préoccupation de tous les acteurs du soin, mais aussi d'autres acteurs. Donc, moi, effectivement, je suis médecin généraliste, j'ai un long parcours. Donc, je voudrais juste, c'est vraiment très rapide, 50 minutes pour l'ensemble des intervenants. Donc, je voudrais aborder la place du médecin généraliste dans ce parcours, notre rôle, les outils et les relais que nous utilisons. Ou que nous avons, et puis le médecin généraliste et les acteurs dans le réseau de soins. Donc, la suite, là, c'est la diapo sur les dépenses, donc on passe. Ensuite, la suivante, voilà. Donc, la suivante, c'est pour dire que c'est un gros problème, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés puisqu'il y a une multiplicité d'acteurs. Les ressources sont rares dans ce champ. Hein. Je ne vous fais pas de dessin sur la psychiatrie, notamment la psychiatrie publique, mais aussi les autres soignants. On a quelque chose qui n'est pas lisible, on ne sait pas forcément qui fait quoi, ce n'est pas bien organisé. Et surtout, on a un cloisonnement qui est quand même important. On a un cloisonnement entre le somatique et le psychique, le corps et l'esprit, on va dire. Hein. On a un cloisonnement entre la ville, l'ambulatoire, l'hôpital, dont les CMP. On a des dispositifs spécialisés qui s'empilent, pas lisibles. Et on oublie quelquefois la place des soins de santé primaires et de la proximité, qui sont quand même le premier niveau d'accès, je dirais, au système de soins et aux professionnels qui sont dans ce champ de l'ambulatoire et des soins primaires. Donc la suivante. Diapo suivante. Alors, juste pour vous dire que donc je vais me placer de la fenêtre du médecin généraliste, de la médecine générale. Donc, c'est vrai que pour nous, les soins psychiques, santé mentale, psychiatrie sont une part très importante de notre activité. On estime ça à 30% au moins des consultations où il y a quelque chose qui touche au psychique, au psychologique, voire même en plus l'aspect relationnel. On est souvent aussi le premier recours, hein, c'est-à-dire que même si on a quelqu'un qui vient pour un problème somatique et que je prends par exemple les lombalgies, souvent si on creuse un peu, on a mal au dos, mais c'est parce qu'on a mal dans sa vie, on a mal au travail, on a mal dans sa famille, on est dans une tension, un conflit, etc. Et que le corps parle pour l'esprit. Donc c'est vrai que nous, en tant que médecins généralistes du premier recours, on est sollicité et il faut avoir cette vigilance de penser que c'est peut-être autre chose. On est proche, il y a accessibilité, la confiance liée au suivi du médecin et on a cette approche globale du patient qui est vraiment importante et de plus en plus, et il faut vraiment qu'on arrive maintenant à travailler avec les autres acteurs du territoire des soins primaires, et notamment les professionnels qui touchent à ce champ, dont les psychologues, les orthophonistes, les psychomotes pour l'enfant et d'autres professionnels. La suivante. Alors,
En fait, ce qui caractérise notre pratique, c'est qu'on intervient souvent dans des stades précoces des situations et à un stade indifférencié des situations. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans notre bureau, on n'a pas un diagnostic autisme, dépression, dépendance, etc. On a une personne qui a une plainte et on n'a pas forcément d'étiquette sur son problème. Donc ça, c'est stade indifférencié des situations. Et on intervient à tous les âges, du petit enfant à la personne âgée ou très âgée. Et on est forcément, puisqu'on est dans une approche globale, donc il faut absolument qu'on soit en lien avec les autres acteurs du soin, du sanitaire, mais aussi du médico-social et du social. Et on voit combien c'est important en santé mentale. Donc là, je vous ai fait un slide sur les différents champs, les différentes actions. Ça peut être les troubles psychiques, psychocomportementaux, psychopathologiques, hein, sans forcément qu'il y ait de maladies psychiatriques au sens bien étiqueté encore, en tout cas. Il y a les troubles psychiatriques, des troubles légers, modérés aux troubles sévères. Il y a les problèmes chez l'enfant et de plus en plus, troubles du comportement, les DIS, TSA, etc. Donc, en fait, voilà, l'enfant qui ne va pas bien, il vient, on le voit dans le cadre de la surveillance. La question des conduites addictives et la question du handicap psychique, quelle que soit la cause. Donc ça, c'est un peu un panel des situations qu'on peut avoir à rencontrer. Donc la suivante. Alors, en fait, on s'aperçoit que si on est très schématique, hein, c'est très schématique, on a des situations qui sont majoritairement suivies en soins primaires, c'est-à-dire le médecin généraliste et les autres, les acteurs qui sont à côté de nous, avec qui on travaille au quotidien. Donc, chez nous, par exemple, dans notre MSP, on a des psychologues, on a un dispositif une infirmière qui nous accompagne sur les questions de santé mentale. Donc, il y a des situations que nous gérons tout seuls, en équipe, hein, bien évidemment, mais qui n'ont pas besoin de... Enfin, voilà, qu'on gère tout seul et elles sont extrêmement nombreuses. À l'autre bout, il y a les situations, je dirais, qui sont quasi gérées exclusivement par la psychiatrie, donc c'est les pathologies lourdes, dépression sévère, psychose, etc., que forcément on ne voit pas toujours, hein, ou en situation de crise ou de rupture de traitement. Et là, on peut se dire que ça pourrait être intéressant que ces patients-là aient aussi un médecin généraliste, parce que il y a le psy, mais il y a aussi le corps, il y a aussi toutes les autres pathologies, les autres, le somatique, hein, diabète, on peut avoir une schizophrénie et être diabétique. Et puis, il y a les situations qu'on va gérer de façon conjointe, c'est-à-dire on a besoin d'un avis thérapeutique, diagnostic ou thérapeutique, et qu'on va gérer. Et donc, tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut absolument qu'on travaille de plus en plus en pluripro, en plurisectoriel, et en essayant d'avoir une approche centrée patient et pas maladie, en fait. La suivante. Alors, les outils que nous utilisons, nous, en tant que médecins généralistes, il y a évidemment les médicaments, mais bon, on voit bien quand même que les médicaments ne sont pas une fin en soi, peuvent passer un cap, mais que ce n'est pas suffisant. Et en tout cas, il faut d'autres choses. On a des éléments de psychoéducation, on a notre relation thérapeutique, plutôt de psychothérapie de soutien, j'y reviendrai. Et puis, on a l'adressage à d'autres collègues avec les pratiques collaboratives. Donc, les autres collègues, ça peut être bien sûr les psychologues, mais aussi pour un certain nombre de situations, psychomote ou orthophonie pour les enfants. Ça peut être les avis spécialisés de collègues psychiatriques à vie ponctuelle. Enfin, voilà, tout ça, ça nécessite quand même d'apprendre et de travailler en collaboration, en coopération avec d'autres acteurs. Donc, je vais vite, hein, mais la suivante. Alors, les éléments, la psychoéducation, c'est vrai que je ne vais pas refaire tous les éléments, mais
Ce que je voulais, on va peut-être passer sur la suivante aussi, diapo suivante. Donc, sur la psychothérapie, alors bon, vous êtes psychologue, donc nous, si vous voulez, on a un rôle comme tout soignant, et en particulier nous, parce que lié au fait qu'on connaît les personnes depuis souvent, quelquefois longtemps, il y a une confiance qui s'est installée, donc on a un rôle, je dirais, psychothérapeutique propre à chaque soignant, mais qui est assez important pour nous, dans le fait que l'aide au quotidien, ça fait partie d'un soutien et qui peut être effectivement plus structuré, et en tout cas, voilà, on peut aussi utiliser des outils spécifiques que vous utilisez et qu'on peut utiliser au cours de la consultation et dans la relation de confiance et de suivi avec le patient. Empathie, quelques outils de TCC, etc., de façon ponctuelle. Il y a certains médecins généralistes qui se forment et font des psychothérapies structurées, mais ça n'est pas le quotidien de la pratique de la médecine générale. Par contre, le niveau 1 ou 2, oui, et la psychoéducation, oui, ça en fait partie, même s'il y a des médecins généralistes qui ont plus ou moins d'appétence pour ces sujets. Hein. On n'est pas tous pareils, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus sur le technique, etc. Et il y a d'autres médecins généralistes aussi qui sont beaucoup dans le relationnel, dans le suivi de leurs patients, et on a un rôle psychothérapeutique à ce niveau-là. La suivante. Vous me dites hein, pour le temps, parce que donc relation de soutien, j'y reviens pas, hein, ça c'est cette relation de suivi. La suivante. Suivante. Donc, en fait, donc on a, puisque le thème c'était les différentes voies d'accès au parcours. Donc, on est quand même dans un parcours. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on est dans un champ vaste avec des acteurs multiples. On voit bien que dans les troubles psychiques, tout n'est pas du ressort du psychiatre, du psychologue ou des spécialistes du psy, qu'on a besoin d'une approche globale, du psychosocial impliquant tous les champs, et qu'on a des situations qui sont avec des acteurs, se gèrent avec des acteurs différents. Donc en fait, nous, les enjeux en fait de la médecine générale et de ce que je pouvais vous dire comme message, hein, c'est notre rôle aussi, c'est de repérer, anticiper, prévenir, soigner, accompagner. C'est de travailler avec parfois de nombreux professionnels qui peuvent être impliqués autour d'une personne, d'un patient. Il faut vraiment être centré sur la personne et sa famille et pas seulement sur la pathologie, le truc, tout fait. Non, il faut être vraiment centré aussi sur les besoins de la personne et de son environnement. Et puis, on est dans une période de pénurie de ressources rares, et du coup, c'est vraiment le message que je voulais dire aussi, c'est chacun à sa place au bon moment, quoi, hein, pour la bonne personne. C'est vraiment, vraiment important d'avancer là-dessus. Donc, la suivante, donc c'est juste l'évangile de santé. Je voulais juste vous remettre ça pour dire que c'est quelque chose entre la santé, la prévention, et puis ensuite on va commencer à rentrer dans le système de soins, soins primaires, soins secondaires, soins tertiaires. Donc c'est important aussi de bien voir ça. Donc la suivante, et ça va être la fin. On a formalisé cette pyramide inversée ou cet entonnoir qui permet de voir un peu, de grader les soins, de grader les ressources, de grader les soins. Donc, vous avez en haut en bleu ce qui est en amont du soin, et du coup, c'est la société. Hein, je pense que c'est aussi tout l'accompagnement qui peut être, ou le rôle de toutes les ressources de la cité, hein, par exemple les associations, etc. Et après, on rentre dans le système de soins avec les professionnels. Alors, il y a la première ligne, et du coup, nous, médecins, on est généralistes, on est en première ligne, mais aussi avec les autres acteurs de l'ambulatoire qui travaillent avec nous.
Donc, je redis, psychologue, psychomote, ergo, orthophoniste, kiné, infirmière, pharmacien, etc. C'est le côté à gauche. Mais en première ligne, il y a aussi les acteurs de proximité. Et du coup, les acteurs de proximité, ça va être qui? Ça va être l'assistante sociale, le CCAS, l'association de seniors, ça va être tout ce qui peut permettre de sortir une personne de son isolement, par exemple. Et ça fait partie ça peut faire partie du soin au sens du care, hein, au sens du care, c'est-à-dire dans une approche globale. Et après, on va avoir les ressources de deuxième ligne, exemple, avis spécialisé du psy, le CMP, etc., par exemple, en consultation ambulatoire avec des soins spécialisés et les ressources médico-sociales ad hoc. Et puis, la troisième ligne, soins tertiaires. Donc là, on va être sur l'hospitalisation, les services spécialisés ou les filières très spécialisées. C'est important ça, parce que ça permet un peu de savoir où on est, de savoir comment on peut agir et avec qui on peut agir en proximité. Et je voulais vraiment, mon message vraiment fort, c'est de se dire qu'on oublie souvent ce premier étage, ces acteurs de proximité que nous sommes et qui sont vraiment au contact en fait de la personne. Voilà. Et puis c'est la fin, la dernière, c'était le juste soin au bon moment avec le bon professionnel et voilà. Donc merci. J'espère que j'ai pas été trop longue. Là, c'est la même chose en illustrant sur un cas, hein, sur une situation. Voilà. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, on comprend bien que le médecin généraliste est un acteur de premier ordre dans toutes ces problématiques d'accès au parcours. Merci beaucoup pour votre intervention. Je propose maintenant de donner la parole à Stéphanie Aval et à Evelyne. Vous allez nous présenter le rôle du pair à pair comme levier de sensibilisation pour les jeunes. Et vous allez notamment nous parler des ambassadeurs en santé mentale. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation de la part du CEAPSI à venir donc présenter le dispositif innovant des ambassadeurs en santé mentale. Donc, je suis Stéphanie Aval, je suis directrice de la plateforme Prévention en santé mentale de l'œuvre Falleret. Et j'ai le plaisir d'intervenir avec Evelyne, qui est une ambassadrice donc santé mentale et qui pourra partager son expérience, son témoignage avec vous juste après ma rapide présentation. Je vous avais effectivement envoyé également un PowerPoint. Je ne sais pas si vous l'avez. Je vais vous le diffuser tout de suite. D'accord. Alors, juste, je commence du coup. Donc, les ambassadeurs santé mentale est un dispositif qui a été créé en 2018 par la Fondation ARHM Institut Bergeret, qui est donc une fondation de santé mentale présente en région Rhône-Alpes, Aura, et qui en 2021 a sollicité l'œuvre Falleret afin de développer ce dispositif en Île-de-France. Donc, il s'agit d'un dispositif de sensibilisation, de prévention en santé mentale auprès des jeunes de 15 à 25 ans, qui a, je dirais, trois objectifs. Le premier est bien sûr de réduire la stigmatisation en santé mentale, de sensibiliser les jeunes en santé mentale, afin finalement de faire des adultes de demain, des citoyens qui sont sensibilisés à ces questions. Le deuxième objectif, et qui en découle, est donc de pouvoir favoriser le repérage des jeunes qui seraient en souffrance psychique, donc par cette sensibilisation de pair à pair que je vais vous décrire juste après, et après de pouvoir du coup, en troisième objectif, orienter ces jeunes vers des dispositifs de prévention secondaire ou de soins, en recensant évidemment les structures qui sont présentes sur les territoires. Donc, en 2021-2022, une première promotion a été lancée en Seine-Saint-Denis avec 10 jeunes. Je pense que vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, donc l'œuvre Falleret a lancé ce dispositif en Seine-Saint-Denis en 2021, fin 2021, en Seine-Saint-Denis donc avec 10 jeunes. Puisque les différentes étapes du projet sont donc de recruter 10 jeunes en service civique
en partenariat avec Unicité, qui est un organisme donc, de service civique, de former ces jeunes à la santé mentale. Alors, les formations, elles durent environ 14 jours hein, sur les questions de santé mentale, avec une formation premier secours en santé mentale jeune, une formation sur l'écoute active, stress et trauma, une formation d'animation d'éducation à la santé, et puis également au cours de la mission des jeunes ambassadeurs, 3 temps de supervision, animés par une psychologue clinicienne. Donc, une fois que ces jeunes sont formés aux questions de santé mentale, nous les accompagnons, et notamment leur coordinatrice, qui est psychologue clinicienne à l'œuvre Falleret, les accompagne tout au long de l'année dans leur mission, veille aussi à ce qu'effectivement les ambassadeurs ne soient pas trop bousculés par cette question de la santé mentale, qui n'est pas anodine, bien sûr, à traiter de jeune à jeune. Et puis accompagne également les ambassadeurs à créer donc les outils d'animation d'ateliers. Puisque les ambassadeurs santé mentale, leur outil de sensibilisation, c'est donc des ateliers en collectif qui ont lieu auprès d'autres jeunes de 15 à 25 ans dans des structures qui peuvent être des missions locales, des lycées, des foyers jeunes travailleurs, des MEX, des bureaux d'information jeunesse, c'est-à-dire vraiment tout lieu où se trouvent les jeunes de 15 à 25 ans. Ces ambassadeurs, ils interviennent seuls au cours des ateliers. Il n'y a pas de professionnels présents sur les ateliers des ambassadeurs. L'idée est vraiment que ce soit une sensibilisation de pair à pair, avec aussi leur liberté de parole. On se rend compte, nous en tout cas professionnels, que finalement, ils abordent beaucoup plus des tabous que s'il y avait des professionnels présents au cours de ces ateliers. Donc, les ambassadeurs identifient également des structures ressources sur leur territoire, que ce soit des lieux de prévention donc, ou de soins. Et puis, la dernière étape, je dirais, est d'évaluer l'impact, bien sûr, de ces ateliers auprès des jeunes sensibilisés, auprès des ambassadeurs santé mentale et auprès des professionnels des structures où interviennent les ambassadeurs. Donc, sur la première promotion 2021-2022, les ambassadeurs santé mentale du 93 ont pu sensibiliser 436 jeunes au moyen de 43 ateliers. Ces ateliers, ils ont des thématiques différentes en fonction aussi des besoins des structures. Ils peuvent porter sur la santé mentale en général, au moyen de quiz, de vrai-faux. Ils peuvent porter sur les réseaux sociaux, sur le harcèlement, sur la violence, sur la nutrition, sur santé mentale et sport. Enfin voilà, c'est vraiment couvrir tout le champ de la santé mentale. Et donc, est arrivé aujourd'hui même les nouvelles promotions d'ambassadeurs santé mentale à l'œuvre Falleret, avec donc des ambassadeurs en Seine-Saint-Denis et désormais également à Paris. Le dispositif rencontre un tel succès, on est beaucoup sollicité par les différents départements d'Île-de-France, donc nous prévoyons d'ores et déjà de développer le dispositif l'an prochain dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Et je vais peut-être laisser la parole à Evelyne qui finalement, en tant qu'ambassadrice, pourra au mieux vous parler de son expérience et peut-être des difficultés, mais aussi de ce que ça a pu lui apporter l'an dernier. Entendu. Alors, Evelyne, je ne la vois pas. Alors, bonjour. Bienvenue, Evelyne. Vous m'entendez? Bonjour. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, les ambassadeurs en santé mentale, ça permet, du coup, je pense, de sensibiliser des milieux sociaux, professionnels ou même souvent on considère qu'elle n'existe pas. Et du coup, je pense que ça a été enrichissant tant pour on a pu sensibiliser que les ambassadeurs, que nous-mêmes, à peaufiner certaines notions que nous avions et du coup de nous enrichir aussi par le biais de dialogue aussi avec les jeunes, parce qu'en fait, on leur disait qu'ils pouvaient venir nous parler s'ils le désiraient à la et donc voilà. Enfin, et comme l'a dit Stéphanie, les ateliers portaient sur d'axer beaucoup les ateliers sur la pop culture, sur les jeunes aiment et surtout
tout ce qui, enfin, l'intérêt, pardon, pour tous ces sujets-là, afin qu'ils soient beaucoup plus, que ce ne soit pas une approche trop lourde non plus. Pardon, je n'ai pas entendu la fin. Afin que… Je disais qu'une approche trop lourde, je pense que le fait qu'on ne soit pas des professionnels, ça nous permettait aussi de pas, enfin, d'arriver avec des mots moins flous, on va dire, pour ces jeunes qui de base étaient à cette question. Bien sûr. J'imagine que la communication est beaucoup plus directe et que vous pouvez aborder des sujets qui seraient plus difficiles à aborder avec des personnes adultes qui représentent une institution. Exactement, c'est ça. Vous avez puis finalement, et par le biais d'ateliers ludiques aussi, compte que la santé mentale, ça inonde tous les pans de notre vie, et que, parce que je sais qu'on a eu, je pense, une seule fois un problème, on nous a dit que la santé mentale n'existait pas, mais en fait, elle le voyait. Enfin, pour elle, c'était les bipolaires, en fait, la santé mentale. D'accord. Vous avez participé à combien d'actions, par exemple, vous-même l'an dernier? Je ne saurais vous dire. Je pensais à une dizaine Oui, peut-être ce que je peux préciser, c'est que les ambassadeurs sont en service civique de novembre à fin juin, début juillet. Leur formation sur la santé mentale dure environ un mois, donc ils sont opérationnels sur les ateliers à partir de janvier. Donc finalement, la mission vraiment d'animation des ateliers dure de janvier à fin juin. Donc, ça laisse finalement assez peu de temps, et c'est là où on voit que sensibiliser 436 jeunes l'année dernière sur une période finalement de 6 mois, où les ambassadeurs sont en mission 2 jours par semaine, c'est déjà effectivement assez important comme nombre de jeunes sensibilisés. Ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que les ambassadeurs, eux, ont pu nous faire le retour évidemment d'une meilleure connaissance de la santé mentale à la suite de leur mission. C'est aussi les aider, les accompagner dans un projet presque pré-professionnalisant. Et puis, ils ont pu nous dire, bien sûr, que finalement, toute leur vie, ils resteraient ambassadeurs santé mentale, même après leur mission, puisqu'ils ont vraiment été sensibilisés. Ça fait rire Evelyne. Pour les jeunes qui sont sensibilisés du coup, par les ateliers, le retour est aussi une meilleure connaissance de la santé mentale, une plus grande facilité du coup à parler des problèmes de santé mentale pour eux, pour leurs proches. Et puis aussi, vraiment de ne plus hésiter à aller voir des professionnels de santé si besoin. C'est vraiment les retours qu'on a et l'impact de ce dispositif. Bien, merci beaucoup. Je pense que vous êtes de merveilleuses ambassadrices de ce beau dispositif. Je propose de maintenant passer la parole à Sabrina Palumbo. Alors, on va rester un peu sur une cible jeune. Vous allez nous parler d'un dispositif numérique innovant qui s'appelle Jardin Mental, qui a semblé original. Voilà, on vous écoute. Bonjour à tous, c'est un plaisir de retrouver pas mal de têtes connues. Alors moi, je n'ai pas fait de PowerPoint, je n'ai pas de présentation à partager. J'ai pris des petites notes sur ce qui me venait comme ça sur ce sujet. Je voulais commencer mon intervention par un petit partage d'expérience. Alors, il y a peut-être un parti pris, puisque pour moi, Internet a été vecteur de rétablissement. Et je suis convaincue de son utilité en fait dans les trajectoires de patients. Lutter contre la… Je fais attention, il y a mon chat qui va sauter. Lutter contre la fracture numérique faisait d'ailleurs partie de mes missions en tant que médiatrice santé-père quand j'ai travaillé au Chez Soi d'abord Paris, donc un dispositif d'accompagnement médico-social. Et c'était important puisqu'aujourd'hui, la plupart des démarches se font, les démarches sociales se font à l'aide de comptes et d'applications sur téléphone. Et nos locataires qui avaient un vécu de grande précarité, il y avait vraiment un gros gap et on essayait de les faire accéder à toutes ces démarches en ligne. Personnellement, alors j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie pendant environ 13 ans.
Et quand j'étais dans la maladie, j'ai peu utilisé Internet. Alors à l'époque, j'avais quand même fréquenté quelques forums, c'était ce qui existait à l'époque. J'ai 41 ans, donc ça date un petit peu. Je suis tombée malade à 17 ans. J'avais quand même rencontré, on va dire, in real life, quelques personnes concernées, comme moi, ce qui m'avait aidé, du coup, à me sentir moins seule face à ce type de difficultés. C'était vraiment comme au sein de ma famille, on n'en parlait pas, c'était très tabou. C'était vraiment les premières démarches, on va dire, que j'avais faites pour rencontrer des gens comme moi. Et donc, me rendre compte que d'autres vivaient les mêmes choses. Ensuite, sur le chemin du rétablissement, j'ai fortement réinvesti du coup mes réseaux et mes réseaux sociaux, et je m'en suis servi, on va dire, comme outil d'empowerment. Aujourd'hui, on me considère un petit peu comme influenceuse dans le domaine de la santé mentale, et on va dire que j'ai une utilisation depuis pas mal d'années semi-pro des réseaux sociaux. Cette reprise de pouvoir d'agir, elle est aussi passée par tout ce qui était web TV, web radio, conférences en ligne. J'ai fait du témoignage en veux-tu en voilà, mais du coup, j'ai beaucoup investi ces espaces qui m'a permis aussi, quand j'avais fondé une association sur le chemin du rétablissement, d'interpeller des journalistes, des élus. Donc, ça a vraiment été un fort outil d'empowerment. Et puis, j'ai aussi écrit pas mal d'articles en tant que blogueuse, et ça m'a permis de communiquer sur mon travail, mes actions en lien avec les thématiques de santé mentale. Voilà pour ce qui est du témoignage, du partage d'expérience. Ensuite, j'avais envie de changer sur ce que j'observe en tant que personne concernée. On va dire que j'observe plus de bienveillance et d'entraide sur les réseaux sociaux que l'inverse, et notamment avec le développement des groupes d'entraide entre pairs sur Facebook. Alors, il y en a énormément. D'ailleurs, j'ai observé que depuis la pandémie, ils avaient explosé leur taux de membres. Il y a vraiment un accroissement. Et donc, il y a beaucoup de solidarité, et ces groupes, en fait, s'autorégulent plutôt bien. Le plus souvent, on va dire que ça va aider la personne pendant un moment, et d'elle-même, elle va dire, quand elle évolue, elle va dire, voilà, ça m'a aidé, mais je quitte le groupe. Et pour moi, c'est plutôt on va dire, une marque comment dire, une marque qui va mieux et qu'elle se détache quelque part de la maladie. On va dire que quand ils fréquentent ces groupes, les pairs, c'est parfois un pis-aller, je ne sais pas comment dire, un pied-aller, quand ils ne sont pas encore, on va dire, dans une démarche de soins. Et les patients se conseillent entre eux. Ceux qui sont plus avancés sur leur chemin de rétablissement vont favoriser les prises de conscience chez les autres, et puis ils se font des retours d'expérience, que ce soit sur les services ou les traitements, par exemple. Ensuite, il arrive qu'il y ait des débordements, mais ils sont plutôt vite recadrés. De la même manière, à un moment, pour parler des troubles alimentaires, on parlait beaucoup des sites pro-ANA, ceux qui faisaient l'apologie de la maigreur, sauf que derrière ces sites, il y a plutôt des personnes en souffrance, donc à aider plutôt qu'à condamner. En tant que marraine d'association aussi, j'observe qu'il y a un très gros travail des bénévoles sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc des pairs aidants bénévoles, qui aident à faire renouer avec les soins, ou au moins à franchir les portes d'une association, qui est parfois le premier pas vers la porte d'entrée vers une démarche de soins. Certains se servent aussi des réseaux pour s'auto-coacher, j'ai envie de dire, et notamment sur Instagram, où les patients vont publier des photos de leurs repas et expliquer aussi ce qu'ils vivent par rapport à la maladie. Alors, il y a un côté des fois un petit peu exhibitionniste, ou un côté finalement pas tellement altruiste, mais où la personne cède elle-même. Et Instagram est souvent jugé comme un média assez délétère en fonction du phénomène de comparaison qu'il induit chez les personnes, et donc qui peut accentuer le mal-être, ou quand les personnes ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Mais globalement, Internet me semble plutôt intéressant en aidant à différents niveaux, mais surtout au départ à sortir de l'isolement, et notamment pour les personnes qui sont dans des déserts médicaux. Depuis le premier confinement aussi, des associations continuent de proposer des rencontres en ligne, et donc ça aide à toucher plus de monde. Ensuite, je vais parler un petit peu des mentales, je ne vais pas être trop longue. En matière de TCA, de troubles alimentaires, il n'y en a pas 36. On a Phibit qui bénéficie de l'adhésion de la communauté médicale, qui ont d'ailleurs une interface dédiée. Je n'ai pas forcément de retour utilisateur.
En tout cas, j'avais récupéré une étude européenne. De nombreuses applications avaient été comparées pour les TCA et à défaut d'être utiles, elles étaient même très souvent délétères. Et en tout cas, très peu correspondaient, on va dire, aux critères de fiabilité d'une appli. Si je prends l'exemple d'une personne anorexique et qu'elle télécharge une appli qui l'aide à compter ses calories ou à voir ses dépenses physiques, son activité physique, on comprend que ça ne va pas forcément l'aider, voire même plutôt l'enfoncer. Donc, il y a des écueils en fait à éviter. Et pour que la solution soit vraiment complémentaire aux soins, c'est plus intéressant quand elle est vraiment utilisée de manière co-construite, ou en tout cas avec son professionnel de santé. Dans tous les cas, les applications ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes et se substituer en fait à un suivi, qu'il soit psychologique ou psychiatrique, quand il y a un trouble avéré. Certains patients peuvent par contre utiliser des applis en toute autonomie, et là, il s'agira plutôt de patients experts ou de personnes avancées sur leur chemin de rétablissement et qui savent vers qui se tourner quand les indicateurs virent au rouge. Donc, comme je l'ai dit, les applications doivent remplir un certain nombre de critères qui sont le gage qu'elles sont safe. Et ces critères doivent être bien définis. On les trouve sur le site du Psycom. C'est là où j'ai trouvé que c'était le mieux expliqué. Donc, rendez-vous sur le site du Psycom. Et on va dire que la question de la transparence, le business model, ainsi que ce qu'on fait du recueil de données et où partent les données, donc leur utilisation, on va dire, c'est les premiers critères qu'on va regarder. J'en viens à Jardin Mental et ça sera la dernière partie de mon intervention. Donc, Jardin Mental est une application support à la thérapie qui est créée à la base par une psychiatre pour ses collègues. Donc, c'est le docteur Lia Pedron, qui était psychiatre à l'EPSM Barthélemy-Durand, qui avait identifié sur le terrain un besoin qui est qu'entre les consultations, le patient ne peut pas se souvenir de toutes les informations sur son état de santé mentale, sur tout ce qui s'est passé, les événements, mais aussi, par exemple, ses prises de traitement, voilà, toutes les informations finalement dont a besoin le professionnel, le diagnostic ou affiner le diagnostic et pour adapter le suivi, la prise en charge ou le traitement. Donc, en répondant à un appel à l'innovation, ça a permis d'incuber cette solution à la fabrique numérique du ministère des Solidarités et de la Santé, qui est une start-up d'État. Alors, des choix éthiques, justement, ont été faits dès le départ. C'est une application qui est gratuite, anonyme et sans création de compte, sans récupération de données. Ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, même techniques parfois. Mais en tout cas, tout se passe sur le téléphone de l'utilisateur. C'est donc un service public qui a vocation à le rester. L'application est en évolution continue en fonction des retours du terrain, que ce soit les usagers, les soignants. C'est vraiment eux qui guident en fait les évolutions et nous, on ne sait pas finalement vers quoi, on n'a pas d'idée du produit fini. Donc, c'est ce qu'on appelle les méthodes agiles et c'est vraiment co-construit avec le terrain. Tout acteur de la prise en charge peut proposer la solution et l'utiliser avec le patient. Et c'est pas rare que les patients nous disent qu'en fait, ils l'utilisent, ça les aide et ils la font découvrir en fait à leurs praticiens qui ensuite s'en emparent parce que ça aide autant les soignants que les usagers. Et en fait, ça fait gagner du temps puisque ça permet, on va dire, d'accéder au bon traitement, au bon suivi plus rapidement. Concrètement, je terminerai dessus, le professionnel et le patient vont construire un questionnaire qui est entièrement paramétrable, personnalisable, et le patient on va suivre un certain nombre d'indicateurs, ceux qu'on a envie de suivre. Nous, on en propose dans l'application et on donne aussi des nuages d'indicateurs pour donner des idées. Ça a été vraiment fait avec des usagers, psychologues et psychiatres. Mais on peut rentrer aussi les indicateurs de notre choix. Donc, on en suit autant qu'on veut, on peut changer à tout moment. Et chaque jour, on va remplir son petit questionnaire, en tout cas, coter ces indicateurs à l'aide d'une échelle de smiley coloré. Et on travaille sur d'autres échelles de cotation qui permettent… alors, on rentre aussi des notes sur sa journée. Et en fait, toutes ces informations, et c'est là où le praticien a un vrai rôle de psychoéducation à faire, on va dire, pour expliquer l'intérêt de remplir des notes, puisque si au final, on s'aperçoit que tous les indicateurs sont dans le vert ou tous dans le rouge, bon, bah, c'est pas très, très utile. Par contre, si on a des notes associées, ça permet vraiment de générer sur la période de son choix, des courbes, des frises, des petits outils d'analyse statistique simples qui permettent vraiment de voir en un coup d'œil son état de santé mentale, son évolution, ce qui influe dessus, identifier également les déclencheurs. Donc ça, c'est une fonction qui est très utilisée, enfin très appréciée, pour in fine gagner en connaissance de soi, être finalement s'empowerer parce que ça permet entre les consultations d'être acteur aussi de ses soins,
de ne pas oublier des choses, parce qu'on peut relire ses notes avant la consultation. On choisit de partager ou non ces données avec son praticien. Il y a une fonction d'envoi aussi par mail qui n'est, merci Aboubakri, qui n'est pas très utilisée, mais par contre, on va plutôt regarder ensemble pendant la consultation. Même si ça prend 5 minutes, on regarde ensemble et ça devient aussi un outil de support, en fait, de dialogue qui améliore, in fine, la relation soignant-soigné. Donc, je dirais que voilà, les professionnels nous rapportent que ça aide à adapter le suivi. Les psychiatres nous ont demandé de développer la fonction prise de traitement, observance, en tout cas prise de traitement, et on voit aussi la prise de si besoin, et on s'aperçoit quand on génère ces frises, s'il y a du si besoin, ça apparaît comme des petits points tous les jours, on peut se dire qu'éventuellement on peut revoir le traitement. Et cette fonction, elle est, on va dire, optionnelle. On peut choisir de la faire apparaître ou non. Donc, en fonction des professionnels, ils s'intéresseront à certains critères ou à certaines fonctions de l'application. Donc, il y a un très bon accueil des professionnels, des usagers, parce que c'est une appli safe qui est co-construite et qui s'adapte à tout type de patients, tout type de pathologie et tout type de suivi. Même si c'est très... Oui, il me reste 2 mots, j'ai compris le signal. Donc, bon, c'est très prisé des TCCistes, on va dire, mais Jardin Mental est vraiment sur la rampe de lancement. En conclusion, en 2 phrases, lutter contre la fracture numérique, on va dire que c'est permettre de faire ces démarches médico-sociales, mais c'est aussi donner l'accès à ce type d'outils qui aident au rétablissement, mais aussi à la prévention des crises. On peut anticiper les moments moins bien. Et vraiment, pour finir, la dernière phrase, ça sera que j'observe aussi qu'il y a des professionnels qui sont présents online sur les réseaux, qui aident, qui expliquent, qui viennent en aide aux personnes en détresse, même si on ne peut pas répondre à tout le temps et que les réseaux ne sont pas un service d'urgence. Mais je pense que les professionnels auraient tout un intérêt à investir davantage quand même ces espaces, même si c'est chronophage. En tout cas, y passer un petit peu de temps pour faire de la psychoéducation en ligne, parce que c'est un vrai levier d'action. Voilà. Merci beaucoup Sabrina, c'était très riche, très intéressant tout ce panorama. Je pense que le CEAPSI, si c'est possible, de diffuser vos comptes afin de pouvoir accéder à toutes les ressources dont vous avez parlé. Je peux témoigner qu'en tant que professionnel de l'accompagnement thérapeutique, parfois mes patients me disent être connectés à des applications comme ça qui les aident à tenir entre les séances. Alors, je vais maintenant passer la parole à Dominique Villard. Vous allez nous présenter le réseau Pro-Famille, un dispositif de psychoéducation au service de l'inclusion des proches. Si j'ai bien saisi, je vous écoute. Bonjour. Alors, je suis désolée, j'étais en train de voir comment je pouvais partager mon écran et je n'y arrive pas. Donc, je veux bien que mon diaporama passe puisque je voulais envoyer. Alors, je pense que le CEAPSI va... Voilà, c'est parti. Nous disposons encore de moins d'une dizaine de minutes. Et je sais que c'est l'inconvénient quand on passe en dernier. Voilà. En fait, moi, je voulais parler des familles parce que, comme vous l'a dit Généraliste tout à l'heure, en fait, l'importance de l'entourage est importante aussi. Je voudrais la diapo suivante, puisque j'ai essayé d'accélérer un tout petit peu. Je voudrais faire un retour sur ce qui est connu, mais qui a été mesuré en fait par l'UNAFAM, par le baromètre de l'UNAFAM sur l'insatisfaction des usagers, sur le fait que effectivement 71% des aidants ont le sentiment de ne pas être suffisamment accompagnés dans le parcours de soins. Et toutes ces difficultés, en fait, nous avons fait des questionnaires dans le programme Pro-Famille et on retrouve effectivement ces mêmes difficultés avec en fait une différence d'attente des familles et de ce qui est proposé. Désolée, j'accélère un peu pour pouvoir passer la diapo suivante. Et c'est en fait dans cet esprit-là que donc moi je suis psychologue au GHU et je travaille dans un pôle qui s'appelle le pôle Pépite et où nous avons choisi de mettre en place une unité pour l'accompagnement des familles et de psychoéducation et entre autres le programme Pro-Famille. Tous les programmes que nous avons mis en place ont été co-construits avec les familles, avec les associations. Et j'ai listé les associations les plus importantes avec lesquelles on travaille parce que en fait, c'est tout un parcours d'accompagnement qui est nécessaire pour accompagner les familles. Et j'ai choisi de développer
aujourd'hui justement un petit peu plus Profamille, puisque c'est actuellement le programme de psychoéducation le plus utilisé dans le monde francophone. Je veux bien la diapo suivante. Donc, juste un petit rappel sur la psychoéducation familiale pour vous dire qu'en fait, oui, bien sûr, c'est ce qui a déjà été dit, hein, la psychoéducation, c'est extrêmement important, mais l'absence des proches donne des résultats moins favorables, d'où l'importance de proposer aussi des programmes pour les proches. Et le programme Profamille montre qu'il y a un bénéfice direct évidemment sur les aidants, hein, avec une réduction du fardeau, une diminution de leur symptomatologie dépressive, avec moins de jours d'arrêt de travail, une amélioration du fonctionnement familial et un meilleur recours aux ressources possibles, mais qu'il y a aussi un effet indirect sur les personnes malades et que cette Profamille est le programme de psychoéducation familiale le plus efficace après les traitements. Ce n'est pas à la place, hein, évidemment, c'est en plus, et qu'il agit sur la diminution du nombre de rechutes et de durée d'hospitalisation, et il permet aussi de diminuer le nombre de tentatives de suicide. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, Profamille, c'est un programme de psychoéducation de modules. Un premier module de 14 séances, chaque séance dure 4 heures, et un deuxième module d'approfondissement. Et c'est une approche cognitivo-comportementale qui va permettre de modifier les comportements, les pensées et le niveau émotionnel des proches. C'est un programme qui s'adresse principalement aux parents, mais aussi aux frères et sœurs, aux grands-parents, aux conjoints, à tous ceux qui ont envie de venir. Nous évaluons ce que nous faisons pour justement pouvoir améliorer régulièrement, et c'est vraiment le fruit de travail de tout un réseau, des équipes et des familles ensemble, pour permettre d'améliorer au cours du temps le programme. C'est un programme qui permet d'améliorer l'empowerment des familles, qui améliore la qualité de vie et qui va favoriser le rétablissement des personnes malades, et vraiment avec des indicateurs importants donc, que je vais vous détailler dans la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la diminution du taux de tentative de suicide, et en fait, si on peut voir ce qui se passe, c'est bien parce que nous avons actuellement plus de 6000 participants à ce programme, puisque il faut avoir une masse importante de personnes pour pouvoir faire des évaluations. Et on a montré que Profamille permet de réduire par 2 le nombre de tentatives de suicide, et ça s'améliore encore si on ajoute par exemple un traitement retard, un antipsychotique retard, plus le programme Profamille. Ça permet de diminuer le nombre de jours d'hospitalisation des patients alors qu'ils ne sont pas présents lors de la séance, et vous voyez que ça permet de diminuer de 50 à 30%, ce qui est un effet quand même assez considérable. On a montré aussi que ce programme permet un meilleur retour à l'emploi, puisque 42% des malades retrouvent un emploi de plus de 6 mois quand l'entourage a participé au programme Profamille. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une amélioration de leur symptomatologie, une diminution de leur souffrance, une réduction de leur handicap. Et je vous ai montré juste un exemple sur la taille des effets de ce que peut amener Profamille, et vous voyez que c'est du même niveau de ce que peut amener par exemple la remédiation cognitive, qui est un programme qui est destiné aux patients, mais qui a montré son efficacité. Et vous voyez que quand on a des équipes qui ont de l'expérience, qui sont entraînées, on améliore très nettement le fonctionnement social de la personne malade. C'est vraiment un programme qui permet des réductions de coûts en santé publique et qui permet d'aller largement au-delà, on va dire, juste de la rentabilité du programme. Alors, l'intérêt de ce programme aussi, c'est ce qu'on est en train... Oui, la diapo suivante, merci beaucoup. On est en train de travailler dessus, c'est les derniers résultats. On est en train de montrer que ça améliore aussi les interactions positive entre la personne qui souffre de schizophrénie et son entourage, et que même quand seulement une personne de la famille a participé au programme, ça a une amélioration aussi des interactions en fait sur l'ensemble de la famille. La diapo suivante. Et l'idée dans ce programme Profamille, c'est d'animer ensemble. Alors, je vous mets la photo en fait de ceux qui sont à l'origine de ce programme. C'est Pierre et Monique Page, qui sont des parents et qui ont développé ce programme avec le docteur Yann Audet, qui est au centre de la photo, parce que animer ensemble, professionnels et parents, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Diapo suivante. Et l'idée, c'est d'apprendre à aider d'aider les membres de l'entourage à être, alors
j'ai repris le schéma québécois, hein, c'est le modèle CAP, être client, c'est-à-dire savoir prendre soin de soi pour accompagner son proche dans son établissement, être accompagnateur, c'est-à-dire offrir un soutien à son proche dans le respect de chacun, et être partenaire, c'est-à-dire mettre à profit son savoir expérientiel pour faire entendre la voix des familles et participer à la planification et l'organisation des services en santé mentale. Alors, la diapo suivante aussi, s'il vous plaît. Voilà, et l'idée, c'est vraiment, il y a eu d'ailleurs une étude sur ce programme. En fait, on sait qu'une intervention complémentaire de celle des soignants dans les programmes de TP est extrêmement importante. Et là, c'est une intervention complémentaire des familles avec les professionnels. Au GHU, à l'époque, on avait même, avec Paris 13, mis en place le programme Sésame, qui était une formation à l'ETP, des 40 heures, où les professionnels et les parents ont été formés ensemble. Puisque, en fait, notre programme est validé ETP au niveau de la RS Île-de-France. Et l'idée, du coup, c'est d'apporter du soutien, une information, de l'écoute et de la psychoéducation pour aider les parents qui le souhaitent à devenir des accompagnateurs et des partenaires de soins. Diapo suivante. Alors, l'idée actuelle, hein, vous le savez, c'est que la psychiatrie est en crise et que moi qui travaille depuis longtemps à l'hôpital, je vois que c'est de plus en plus compliqué. Mais plus l'offre psychiatrique sera manquante, plus les familles sont seules à supporter le poids de la pathologie. Hein. Je renvoie à d'autres travaux qu'a fait l'UNAFAM qui sont sortis là, en 2022. Et donc, du coup, il va falloir... Alors moi, je n'entends plus Dominique. Effectivement, souvent seuls. Et donc, l'idée, c'est de les... Diapo suivante. Simplement pour vous montrer, alors on va passer à celle d'après. Voilà, pour vous montrer que ce programme, il est développé dans le monde francophone, puisque nous avons des équipes, évidemment, dans toute la France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Centrafrique. Et que c'est comme ça que nous arrivons à plus de 6000 participants actuellement depuis la création de ce programme. L'idée de vous en parler, c'est effectivement de le faire connaître et que les médecins généralistes et les autres professionnels puissent envoyer des familles participer à ce programme puisque nous sommes non sectorisés. Alors, je vous ai mis juste une petite diapo pour finir parce que nous avons notre site, hein, profamille.site, où vous pouvez aller chercher plein d'informations. Et nous avons régulièrement un congrès qui vient de se terminer, c'est toujours au mois de novembre, où se retrouvent les familles, les professionnels ensemble pour échanger sur le programme et puis des ateliers de formation pour s'améliorer, puisque vous avez vu que quand les équipes sont là en place depuis longtemps, elles sont plus efficaces. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. C'est saisissant de voir comme l'environnement immédiat d'une personne peut bénéficier de savoir qu'ils vont l'aider pour retrouver la santé. Vraiment, c'est vraiment saisissant. L'idée, c'est ça, merci. C'était vraiment de faire passer que la famille fait partie de l'accompagnement. Oui, quand on a la chance d'avoir une famille présente. Je pense que tous les professionnels de l'accompagnement seront sensibles à ce que vous dites. Alors peut-être que donc il nous reste quelques instants. Je ne sais pas, Céline, tu vas nous dire. Oui, Nicolas, tu m'entends? Oui. Je pense que je vais garder Madame Villard encore quelques instants. On a une question pour vous. Donc bonjour, à partir de quel âge, par rapport à l'enfance, peut-on accéder à ce programme Profamille? Donc quel est l'âge minimum, Madame Villard, s'il vous plaît? Il faut être majeur. Voilà. Et alors, je rajouterais que nous sommes en train de développer avec l'association Promesse un programme qui s'appelle #Kesako-Schizo pour les jeunes frères et sœurs, mais toujours à partir de 18 ans, mais qui n'ont pas l'investissement temps nécessaire parce qu'ils sont en train de construire leur vie. Et que on s'est dit qu'on avait besoin de construire aussi un parcours pour les jeunes frères et sœurs, mais toujours 18 ans, pour des raisons très, très logiques, parce que travailler avec des mineurs est beaucoup plus difficile, légalement. Merci beaucoup. On a une question également pour le docteur Certain. Alors, madame, en attendant un rendez-vous au CMP, est-ce que le médecin généraliste peut continuer l'accompagnement? Docteur Certain, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Votre micro est éteint, c'est votre caméra.
Peut-être que le docteur Certain s'est absenté. Non, non, je suis là. Ah, alors nous vous écoutons. Une question? Je n'ai pas entendu. Oui, je vais vous reposer la question, docteur. Alors, en attendant un rendez-vous au CMP, le médecin généraliste peut-il continuer l'accompagnement? Alors, il y a deux situations. Soit c'est une personne bon, qui est déjà suivie au CMP pour une pathologie, il n'a pas son rendez-vous, il est en rupture, il y a un problème, etc. Bien évidemment, si c'est une prescription, on peut la faire. D'où l'intérêt de connaître les patients, hein, parce que dans les pathologies psychiatriques lourdes, c'est ce que je l'expliquais, qui sont beaucoup suivies, surtout suivies en psychiatrie, parce qu'ils ont des traitements neuroleptiques, un suivi à domicile, social, etc. Un certain nombre de patients n'ont pas de médecin. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir encore une pathologie psy, mais aussi d'autres problèmes. Et d'ailleurs, ça explique aux soins prématurés des patients qui ont des pathologies de santé mentale 10 à 15 ans en moins. Hein. C'est aussi parce qu'il y a du retard, ils ne sont pas bien suivis sur le plan somatique. Donc, c'est très important qu'on n'oublie pas le corps, encore une fois. Donc, effectivement, si c'est un patient qu'on suit ou qu'on connaît ou pas, on peut dépanner le patient par rapport à ses médicaments, etc. Mais tout en le remettant dans son circuit avec son psychiatre ou son équipe, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise prise médicamenteuse ou trop de médicaments, etc. Quelquefois, on peut avoir des gens, ils disent, ils ont des psychotropes, des neuroleptiques, et ils viennent, oh, je ne peux pas dormir, j'ai une crise d'angoisse et tout, est-ce que vous pouvez me donner des médicaments? J'ai pas pu aller au rendez-vous, etc. Et là, c'est important de se dire, et peut-être de remettre le patient dans le circuit en disant, non, on va pas vous donner des benzos ou des machins pour dormir, il y a peut-être un problème de traitement, donc il faut avoir le lien avec le psy. Voilà. Après, pour les patients, il y a aussi beaucoup de gens qui vont au CMP pour, entre guillemets, le psychologue, alors que c'est pas le rôle du CMP juste quand ce n'est pas des pathologies sévères. Hein. Mais il y a le problème d'accès aux psychologues, soit géographique, soit financier. Voilà. Non, merci beaucoup. C'est important d'avoir des réponses complètes, comme vous l'avez fait, docteur. Après, peut-être une question pour Madame Palombo. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Pardon. Oui, Sabrina, existe-t-il aussi une version enfant de l'application? Oui, alors j'ai répondu à la personne dans le chat. Ah, merci beaucoup, parfait. Voilà. Mais vous pouvez peut-être répondre à tout le monde si des gens ne l'ont pas lu dans le chat. Oui. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, de même que est-ce qu'on va développer des choses pour telle pathologie en particulier? La réponse est non. Non, puisque c'est une application qui est… le cœur de l'application, c'est un questionnaire qui est entièrement paramétrable. Donc, on peut vraiment choisir le professionnel. Pour lui, il aura besoin de suivre tels indicateurs. C'est lui qui va en parler au patient. Et puis ensuite, justement, c'est intéressant de voir avec le jeune. Il y a deux choses en fait. Faut déjà comprendre comment le jeune va coter en fait ces indicateurs. Ça c'est important parce que des fois on peut prendre l'échelle un petit peu à l'envers. Mais si on comprend comment lui, qu'est-ce qui lui parle, comment il code ses indicateurs, c'est bon. Et également c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a envie de suivre, qui n'est pas forcément ce que nous on aura pensé en tant que professionnel. Donc ça peut vraiment s'utiliser comme c'est co-construit et que ça peut s'utiliser avec des plus jeunes. De même, pour les pathologies, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on peut aussi renseigner, par exemple, ses consommations quand il y a de la prise de substances. Et moi, j'ai eu un très beau témoignage quand je l'ai présenté à une association dans le domaine des troubles alimentaires où le diététicien me disait, je l'ai utilisé. La personne ne se souvenait pas, les crises de boulimie, on est comme dans un état un peu de transe, on ne se souvient pas, elle ne voyait pas ses progrès. Et là, de manière très factuelle, en regardant l'appli, elle était passée de plusieurs crises par jour à 2 par semaine. Et là, ah ouais, enfin, c'est en regardant. Donc voilà, c'est la différence avec les autres applis qui, je ne vais pas parler de concurrence, mais voilà, les autres applis vont être souvent plus spécialisées sur une chose. Nous, on peut suivre ce qu'on veut et autant d'indicateurs qu'on veut. Merci beaucoup, Sabrina.
J'aurais une autre question pour les ambassadeurs en santé mentale, donc Stéphanie et puis Evelyne. Alors, à quand le calendrier de déploiement sur peut-être toute l'Île-de-France, au niveau national? L'initiative est tellement belle et utile. Je vous remercie pour cette question et du coup de l'engouement, de l'intérêt qu'il y a pour ce dispositif. Je vous le disais, donc cette année, nous ouvrons le déploiement au territoire parisien avec 2 promotions. Et donc l'année prochaine, il est prévu effectivement un déploiement sur le 78 et le 92. Et je dirais qu'au cours là, des 3 prochaines années, on va développer le dispositif sur l'ensemble de l'Île-de-France. Voilà, je ne peux pas vous dire dans 2 ans dans quel département nous interviendrons, mais c'est vraiment ce qui est envisagé dans les années à venir. Bon, bah, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Et si je peux juste apporter un message aussi positif, on a souligné là plusieurs fois les intervenants le manque de professionnels dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Je dois dire qu'à la fin de la promotion de l'année dernière des ambassadeurs santé mentale, sur les 10 ambassadeurs, la moitié du coup souhaitaient poursuivre un projet professionnel de professionnels travailleurs sociaux ou de soignants dans le champ de la santé mentale. Donc, c'est aussi un dispositif qui permet de faire naître des vocations et c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, manifestement, ça joue aussi positivement sur l'estime de soi et sur la déstigmatisation. Ouais. Exactement. On aura une toute petite dernière question, Nicolas, pour le docteur Certain. On a encore quelques minutes. Docteur Certain, donc, arrivez-vous à avoir le temps et à organiser des échanges avec les autres intervenants auprès, justement, de la personne? Merci. C'était une question. Dernière question. Peut-être... Est-ce que le docteur Certain nous entend? Est-ce que son micro est allumé? Mais je ne pense pas. Peut-être qu'on pourra lui faire parvenir cette question. Ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a un espace de valorisation sur le site internet du CEPSI. Donc, ce sera peut-être à cet endroit-là que les gens pourront trouver la réponse. En tous les cas, tous les documents et les informations liées à ce que les uns et les autres vous avez présenté dans cette table ronde sont accessibles sur l'espace ou seront accessibles sur l'espace de valorisation du CEPSI qui doit être lié à ce colloque. Voilà. Pour ma part, je vais vous remercier tous de vos interventions et donc redonner la parole à Carmen. Merci à tous, au revoir et bonne fin de journée pour ce colloque. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Céline, pour voilà, cette table ronde qui était très, très riche. Et maintenant, c'est un petit peu le temps de la pause déjeuner. Donc, on vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit et on se retrouve à 13h30 pour la table ronde numéro 3 qui est la diversité est un fait, l'inclusion est un choix, santé mentale et citoyenneté et qui sera animée par Bruno Torregrossa de l'œuvre Falleret et moi-même. Et nous allons avoir le plaisir de discuter, d'écouter Monsieur Patrice Leclerc qui est le maire de Gennevilliers, d'Andrew Canva, le coordinateur du PTSM 94, et Alex Dubu, responsable de l'emploi accompagné à l'œuvre Falleret. Bon appétit à toutes et tous et à 13h30, à tout à l'heure.